Bonjour Vincent. Bonjour Marjorie, Merci d'accepter cette interview vidéo. c'est un grand plaisir pour moi. Donc dans le cadre du livre B2B du Burnout au Bonheur, comme tu le sais, tu fais partie de mes amis avec un A accent circonflexe, donc ces âmes merveilleusement inspirantes et signifiantes. Quel honneur! C'est vraiment un vrai plaisir de partager ça. On s'est rencontrés autour de 2010-2011. Moi, j'étais en formation du CERN, qui est un diplôme universitaire de compétences en relations humaines, qui est d'ailleurs un DU unique en France, il n'existe qu'à Lille. Et tu étais un de mes formateurs en communication non violente. Exactement. Comme ça que nous nous sommes rencontrés. Un bon souvenir. Ouais. Et le début pour moi, vraiment, de cette formation a été un démarrage sur mon vrai chemin de vie, j'ai envie de le dire comme ça. Alors tu sais pas du tout ce que j'ai écrit sur toi dans mon livre. Absolument pas. Voilà. Ce sera Surprise. surprise, tout à fait. Mais je te fais confiance. Ouais. Alors l'idée de cette interview, c'est un peu de te poser des questions qui permettent de te découvrir un peu, de savoir qui tu es et puis peut-être à travers ton retour d'expérience que tu puisses aussi inspirer des personnes comme moi tu m'as inspiré sur mon chemin. On y va, c'est parti. Bien, j'espère que la première question ne sera pas qui es-tu parce que je ne peux pas y répondre. Alors la première question c'est si tu avais 30 secondes pour te présenter, tu dirais quoi? C'est pas tout à fait pareil. Voilà, mais je dirais d'abord je suis belge, j'y tiens à ma belgitude. Et puis je suis ingénieur architecte au départ, j'étais architecte pendant 25 ans, je suis devenu aussi psychoanalyste et formateur en communication non violente parce que j'ai toujours été intéressé par le mystère de la vie et j'ai beaucoup fouillé dans ce domaine-là. Je me suis intéressé à la psychologie, la psychanalyse et après le développement personnel, je me suis intéressé un peu plus au collectif, l'intelligence collective, la sociocratie, etc. Et là, je me suis rendu compte que l'intelligence collective, ça marche à condition que le matériau soit prêt. Et donc, il y a 7 ans, j'ai décidé d'arrêter l'architecture minérale pour changer de matériau et faire des architectures humaines. Et j'ai créé un cabinet qui s'appelle les Architectures Invisibles, où je suis à Paris pour ça, pour déployer cette activité qui cherche à ramener de l'invisible dans le visible. Voilà. Chouette présentation, en tout cas elle correspond bien à ce que je connais de toi aussi. Alors justement, pour toi, quel est le sens profond de ce que tu fais? Le sens profond, il est très clair aujourd'hui, c'est servir la vie. C'est de me connecter au plus près de ce qui est vivant en moi pour me mettre au service de la vie. J'ai la chance d'avoir un âge qui avance, où on lâche des choses, je n'ai plus d'enfants à charge, etc. Et vraiment, c'est d'aller de plus en plus vers ma mission d'être et où je mets mon ego justement au service de ça et non plus ça au service de mon ego. Donc c'est vraiment ça, c'est servir la vie, voir comment je peux aider les personnes à se remettre le plus possible en connexion avec le vivant pour que nous puissions peu à peu progresser vers une société qui va être organique et qui va pouvoir vivre suivant les lois suivant lesquelles elle a été créée. Et non pas en déconnexion avec ces lois qui fait que nous avons une civilisation qui a besoin alors de la loi des hommes. Et je suis persuadé que plus une société civile légifère, c'est le signe que nous ne sommes pas civilisés. Voilà. Bon, je pense que vous commencez déjà à percevoir pour quelles raisons Vincent fait partie de mes amis et de ces personnes inspirantes pour moi. Alors justement, on sent que la transmission c'est important pour toi, mais plus la transmission de l'être et pas que du faire. Comment tu transmets? Alors j'ai évolué au fil du temps et aujourd'hui vraiment j'ai bien intégré le fait que la seule chose que je puisse transmettre c'est de la présence. Et que plus je vais pouvoir être présent, et c'est ça le gros du travail, c'est d'être présent, c'est d'être aligné, c'est de travailler son propre taux vibratoire pour que cette présence puisse rayonner en fait et venir réveiller quelque chose chez l'autre. Alors il y a des supports par rapport à ça, que ce soit la communication non violente, d'autres approches de l'écoute, etc. Ce sont juste des supports, les méthodes. Mais le plus important pour moi, c'est de faire réexpérimenter le sens du sacré
dans la relation qui est de pouvoir se connecter cœur à cœur, y compris dans le monde professionnel. Et dans ma pratique professionnelle aujourd'hui, dans le monde du travail, en tout cas, quand j'interviens dans des entreprises, mon intention vraiment est de remettre du cœur à l'ouvrage. Vraiment, c'est de se remettre dans le cœur au travail. Alors, j'avais préparé une question, mais dans le train, cette question a muté. La question, c'était quel message tu aurais envie de transmettre aux jeunes générations ? Elle a d'abord muté à, j'aurais même envie de dire, quel message tu as envie de transmettre à des enfants. Et elle a changé encore en cours de route. C'est quel message tu as envie de transmettre à notre enfant intérieur ? Peut-être au tien même d'ailleurs, d'enfant intérieur. C'est émouvant de penser à ça pour moi. Et le message que j'aurais envie de lui dire, c'est n'aie pas peur. N'aie pas peur, tu es vivant. Et de l'informer qu'aujourd'hui il a grandi. Parce qu'on est devenu adulte, il ne le sait pas encore, mais on est devenu adulte en fait. Et j'ai juste besoin de lui apprendre ça, de lui envoyer le message qu'aujourd'hui, ce n'est plus nécessaire d'avoir peur, parce que le pire est derrière, il a traversé la survie, donc tout va bien. Et j'aurais envie de lui dire aussi, reprends tes rêves en main, n'oublie pas tes rêves. Et crois dans tes rêves, et fais tout ce que tu peux pour les réaliser, même s'il y a des obstacles. Voilà. Merci pour ce message qui vient me toucher au cœur aussi. Merci beaucoup. Tu disais, quels que soient les obstacles, la vie justement nous offre des tumultes, des tempêtes. Comment tu fais toi pour garder le focus dans ces cas-là ? J'ai plusieurs petits trucs qui se sont accumulés au fil du temps. Moi j'ai eu un parcours en accompagnement individuel, donc ça m'a énormément aidé. Évidemment, c'est ma base aujourd'hui, c'est que j'ai eu la chance d'être accompagné pendant 21 ans, 2 fois semaine, par quelqu'un qui a pu me faire explorer et expérimenter ce qu'est vraiment la relation dans l'expérience. Donc pas dans une analyse, mais dans un expérientiel. Donc ça c'est quand même une base, et au fil du temps, aujourd'hui quand j'ai des difficultés, j'ai des petits trucs comme ça qui me viennent, de me dire ça aussi ça passera. Voilà, parce que je me visualise vraiment comme un petit pion sur un tapis roulant. Le temps passe, je ne peux pas l'arrêter. Quand j'ai une difficulté, parfois je me dis, mais de toute façon un jour je serai arrivé au jour de ma mort, de mon grand passage, donc ça va arriver, que je le veuille ou pas. Donc le tout c'est de voir comment je peux aménager au mieux la traversée et comment je peux au mieux rencontrer ce qui vient de la rencontre. C'est une difficulté, ok, mais je peux la subir ou je peux la sublimer. Et aujourd'hui c'est vraiment ça mon réflexe. Alors je suis toujours prudent quand je parle de ça parce que je pourrais avoir des épreuves qui sont vraiment très difficiles et si je perdais un enfant, je ne sais pas comment je le vivrais. Mais j'ai eu des quand même grandes épreuves dans ma vie et ça a toujours été de me dire ok, je peux le subir, me plaindre et il y a des moments où je le fais en conscience. Et d'accepter. Voilà, et j'accepte ça, que je pleurniche, je fais mon Calimero et c'est ok, je sais ce que je fais. Mais au moins, comme je sais ce que je fais, je ne pourrais pas me plaindre des conséquences après. Je suis bien responsable de ça aussi. Mais c'est de plus en plus de me dire, ok, je me pose avec ça, ce qui se passe là dans ma vie, ce qui vient à ma rencontre. Et qu'est-ce que ça me montre de moi qui n'est pas installé dans mon être ? Parce que je suis persuadé que la vie est tout le temps à mon service. Pour moi, vraiment, ce qui m'aide vraiment, c'est d'être vraiment connecté au fait que la vie m'aime. Et que même quand elle m'envoie une épreuve, c'est de l'amour. Que la vie, elle fait comme on fait avec les enfants, on se penche pour aller leur parler à leur niveau. Et bien parfois, moi je me suis un peu vautré aussi, je suis sorti de mon alignement d'être, je suis dans mes marasmes, eh bien elle se met à mon niveau pour venir me parler. Parfois se mettre à mon niveau, c'est m'envoyer un petit coup de pied au derrière ou une petite épreuve que je peux soit subir et dire mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive encore ? La vie s'acharne contre moi, ou bien je peux dire tiens, mais qu'est-ce que ça m'enseigne, qu'est-ce que ça me montre. Donc c'est d'avoir un peu ces réflexes de comportement qui s'installent peu à peu. Voilà, mais je crois que je peux mettre ça en place effectivement parce que j'ai construit une sécurité intérieure. Sans la sécurité intérieure, ce serait faire violence de dire voilà ce qu'il faut faire.
il faut en avoir les moyens. Et avoir les moyens de pouvoir se comporter autrement, c'est avoir reçu la nourriture qui me permet d'avoir des fondations et qui me permet d'avoir une sécurité intérieure, qui peut me permettre alors de traverser des épreuves. Et du coup, c'est quoi cette nourriture qui t'a aidé à avoir cette base sereine? Alors pour moi, la nourriture, c'est la relation. Ouais. Ce qui a été abîmé en nous l'a été dans la relation. C'est dans la relation que ça va se restaurer. Ça ne se répare pas, mais ça se restaure. Donc la nourriture que l'enfant n'a pas pu avoir comme il avait besoin de l'avoir au départ, une fois adulte, je peux conduire mon enfant intérieur, aller la chercher là où je vais la recevoir, sous une autre forme aujourd'hui, mais avec cet essentiel-là d'accueil inconditionnel et d'amour inconditionnel. Pour moi, ce sont les deux nourritures de notre corps affectif et relationnel qui créent la sécurité intérieure. C'est de me sentir accueilli tel que je suis, même pas pour ce que je suis, qui est déjà une condition, mais tel que je suis. Et de me sentir aimé tel que je suis. N'avoir rien à modifier, à changer, à excuser, à argumenter, tel que je suis. Et de vivre ça vraiment dans l'expérience, dans des moments de connexion avec quelqu'un qui est réellement là, le cœur ouvert, ça crée une mémoire corporelle qui s'installe et qui crée de la sécurité. Un enfant, s'il est reçu au départ de manière adéquate, il s'installe dans sa vie. Il occupe sa place, il rayonne. Il n'a pas besoin de l'apprendre. Il n'a pas besoin de l'apprendre, pas besoin de la chercher. Il n'a déjà pas tout ce stress existentiel. C'est ça qui est dedans. Et de temps en temps, on a besoin d'aller rechercher un petit coup de ça, un petit coup de validation, un petit coup de ce qui peut me permettre de renourrir cette confiance intérieure, cette sécurité qui me permet de traverser des choses que j'ai à traverser. Dans toute croissance, dans toute évolution, il y a des traversées à faire et il n'y a pas que la joie qui est au rendez-vous dans l'incarnation. Oui, la vie est multiple. La vie est multiple et aujourd'hui je suis très prudent avec cette approche et puis à tout craint, il n'y a pas que la joie. La joie, il y a deux types de joie, la joie émotionnelle et la joie d'être, mais il n'y a pas que la joie dans l'incarnation. L'être n'est que dans la joie, mais l'être il est venu s'incarner, donc il rencontre la matière, il rencontre la frustration et là-dedans il y a d'autres émotions qui nous servent aussi à travailler, à évoluer, à avancer. Oui, on recherche la joie, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres émotions qui sont là et elles sont aussi importantes et aussi impactantes. Alors juste, je vais faire un petit changement de plan. Voilà. Est-ce que je te vois mieux là? D'accord, très bien. Quel a été, si tu souhaites le partager, ton moment pro le plus difficile à traverser? Le moment professionnel. Alors, je dirais il y a deux plans. Il y a eu un moment pro qui n'est pas vraiment un point fixe, qui est une accumulation. Une accumulation, j'ai travaillé pour gagner de l'argent, etc., pour gagner sa vie, comme on dit, mais on ne gagne pas sa vie, on gagne de l'argent. Donc il y avait tout ce côté où je travaillais pour une reconnaissance, je travaillais pour les autres, pour mes clients, etc., et qui était épuisant. Donc ça, c'était un épuisement. Je ne le faisais pas à partir de moi, je le faisais pour l'extérieur. Donc je continuais un processus de survie, en fait. Donc ça, au fil du temps, ça m'a amené à avoir des moments où je me souviens, je montais dans mon bureau, je prenais l'ascenseur et à 8h du matin, j'avais le front contre la paroi de l'ascenseur en me disant je veux mourir, j'en peux plus, quoi. Alors que j'avais du bonheur à faire mon travail, mais j'en pouvais plus. Et un autre moment important, c'est quand j'ai eu un client qui m'a emmené en justice, en fait. J'étais architecte à l'époque et voilà, j'ai une cliente avec qui ça se passait bien, mais on a eu un entrepreneur catastrophique et moi j'ai voulu absolument sauver les choses, comme je faisais toujours, m'occuper de tout pour que tout aille bien et ça s'est retourné contre moi. Et un jour, un huissier a sonné à ma porte et il m'a amené une convocation en tribunal. Et j'avais une trentaine d'années, j'avais 35 ans environ, je crois. Et pour moi, ça a été un effondrement magistral. J'ai aussitôt appelé ma psy, qui m'a reçu en urgence. Et en ouvrant la porte, elle m'a dit « c'est le plus beau jour de ta vie ». Je n'ai pas pu le capter sur le moment, mais c'est vrai que c'était le moment où mon vernis... c'est un effondrement du coup? C'est un effondrement de mon vernis. J'ai survécu dans le brillant, et donc il fallait toujours que je sois brillant et donc que j'ai aucune faille. Et ça, c'était pas humain, ça consomme énormément d'énergie. Donc c'était très dur parce que les réunions après, d'expertise, etc., j'avais l'impression d'être rien du tout en fait, c'était pire que si on m'avait surpris en train de sortir d'un bordel, quoi. C'était horrible.
Et puis ça a cheminé, et puis ça m'a fait aller vers l'humilité en fait. Donc je remercie ces épreuves-là qui m'ont érodé en fait l'ego qui veut absolument sauver la face, la partie de cet ego toxique qui prend le lead. Et l'effondrement est nécessaire, ouais. L'effondrement il y a une merveille dans l'effondrement. La graine qui germe, elle pourrait dire mon Dieu, mais je m'effondre, c'est terrible, j'existe plus, mais si elle va aller plus loin, elle va porter la vie plus loin. Et dans la nature, tout passe par l'effondrement. L'effondrement est la fin d'un monde, c'est pas la fin de la vie. Donc j'ai connu plusieurs fins du monde dans ma vie. Alors, en quoi les 2 moments dont tu parles, ça t'a fait progresser justement? Ça m'a fait progresser dans... c'est comme si j'avais besoin d'un élément extérieur pour actualiser une vie à l'intérieur qui ne pouvait pas passer, quoi. C'est comme si j'avais pas le courage ou l'audace ou la sécurité tout seul d'oser assumer qui je suis et d'oser dire stop, limite. Il y a un fonctionnement qui était toujours en jeu et la vie a dû m'aider en m'amenant ces 2 épreuves. Il y en a eu d'autres. Oui. La première, l'accumulation, c'est plus un niveau perso qui m'a aidé, c'est plus un divorce qui m'a aidé à changer quelque chose aussi dans ma profession. Mais oui, un élément extérieur. La vie nous aide. J'avais besoin d'aide parce que tout seul, j'avais pas je crois que j'avais pas l'assurance de l'assumer. Et donc, alors ce qui m'a énormément aidé évidemment dans ces épreuves-là, c'est d'être accompagné. Oui. Parce que sans l'accompagnement, j'aurais pu repartir en arrière et reconsolider les fissures. Et c'est l'accompagnement qui permet l'accueil qui fait que je peux aussi être imparfait, je peux aussi être pas brillant, je peux aussi être vulnérable, je peux aussi avoir des incompétences et c'est ok, quoi. Faire l'expérience que je peux rester dans ma dignité tout en étant dans une zone d'incompétence, quelle liberté, quoi. Et demander de l'aide en fait, souvent on le voit comme une faiblesse alors que c'est une force énorme d'oser demander de l'aide et finalement c'est aussi un beau cadeau qu'on fait à l'autre parce qu'on reconnaît chez l'autre une capacité à accompagner, à faire émerger. Exactement. Donc ça demande de mettre un genou par terre, c'est-à-dire de mettre son orgueil un peu à... Parce que c'est beaucoup une question d'orgueil en fait, demander de l'aide, ça nous demande de l'humilité. Et il y a un côté aussi qui peut faire peur dans l'accompagnement, c'est qu'on sent qu'on va aller chercher des choses en nous et il y a ce côté, mais qu'est-ce qui va se dévoiler réellement en fait de moi? Il y a la partie de nous qui sait que si je vais par là, je vais soulever un voile et qu'en dessous du couvercle, ça pue un peu. C'est ça, c'est exactement ça. Et tant que ça tient et que le couvercle tient, ça va. On met les choses sous le tapis, mais il y a un moment donné, ça n'est plus possible. Et puis quand on fait cette découverte-là, on se rend compte qu'après le premier fumé, mais en fait, ça sent bon. Ça sent très bon. Alors, on parlait de sentir moins bon. Quel est ton plus gros défaut, Vincent? Alors, je connais quelqu'un qui me dirait « Ah mais je connais moi très bien son défaut, c'est de vouloir toujours avoir raison. » Moi, j'y vois pas vraiment un défaut, mais... Ça serait quoi la force du coup de ce défaut-là? La force, c'est le rebondissement en fait. C'est toujours de rebondir, c'est toujours d'essayer de voir l'autre face. C'est toujours il y a le côté négatif qui peut être l'ego qui ne veut jamais montrer qu'il peut avoir tort. Ça, ce sont des réminiscences et des scories de mon ancien processus de survie. Mais il y a un truc qui est pas mal là-dedans, qui est de rebondir, de s'adapter, d'essayer de faire passer sa vision, vouloir avoir raison, ce n'est pas nécessairement égotique, c'est essayer de partager son point de vue et il n'est pas toujours rencontré parce que l'autre n'est pas toujours à ce rendez-vous-là et ça peut être pris comme de la prétention, mais ça n'est pas nécessairement. Mais ça peut le devenir, c'est le fil du rasoir, c'est un fin chemin. Donc je connais ça, je connais ça comme défaut. Autre peut-être défaut que j'ai, c'est
Ça, c'est la Vierge en moi qui, en plus, je suis ascendant Capricorne. Dans le Capricorne, il veut toujours aller plus haut. C'est un peu le purisme. Donc, j'ai une tendance à être exigeant. Je suis exigeant déjà avec moi-même. Hein, c'est jamais assez, c'est peut mieux faire, c'est voilà. Et du coup, je suis exigeant aussi dans la relation. Je m'en rends compte. J'ai une exigence de cohérence, de responsabilité. Ça peut devenir difficile, un frein. Voilà. Je me rends compte notamment que mon exigence avec moi-même, notamment par rapport à l'écriture, je me suis servi de ça pour ne pas écrire, en disant oui, mais non, on peut mieux faire, c'est pas encore fait. Comment ça me parle? Voilà, donc ça c'est mes deux gros défauts, avec chaque fois les qualités et les défauts. Et du coup, la qualité de cette exigence, ça t'amène quoi, à l'inverse? Pour moi, ça m'amène une connexion au sacré. C'est-à-dire que cette exigence, cette espèce de truc pointu qui peut devenir même ascétique à certains moments, me fait toucher. C'est comme de la rigueur, en fait. Alors, la rigueur peut devenir rigide, mais la rigueur, ça peut être aussi au service de la présence à l'essentiel, quoi. Donc je dirais que c'est ça aussi, c'est grâce à cette exigence, c'est que ça m'a permis de peaufiner mon diamant brut, quoi. Voilà. Une belle image. Voilà. Diamant brut que tu nous partages aujourd'hui, j'en suis vraiment très très touchée. Voilà. Qu'est-ce que tu as envie qu'on retienne de toi? Mon épitaphe. Il a tout fait pour aimer au mieux. Ça tourne autour de l'amour, en tout cas. Ça tourne autour de l'amour. J'aimerais qu'on retienne de moi que quoi que j'ai fait dans ma vie, même les choses les plus sordides, les plus viles, étaient juste des tentatives d'aimer. Étaient juste des tentatives de s'en sortir pour sauver ce cœur, sauver cette énergie d'amour, et que parfois ça prend des chemins tordus. Mais que j'ai été là juste pour ça. J'ai été là juste pour révéler cet amour, pour essayer en fait qu'on vive dans, comme disait mon ami Christiane Singer, vous vous rendez compte, mes amis, si on disait oui à l'ordre de l'amour, quelle révolution ce serait. Alors que c'est ça qui a été créé au départ, c'est l'ordre de l'amour. Donc j'aimerais qu'on retienne ça, c'est que voilà, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Pour aimer le plus largement possible, pour ouvrir mon cœur et pour éroder les barreaux qui m'empêchent de l'ouvrir complètement. Merci. Cette interview touche tout doucement à sa fin. Avec quoi tu repars de cette interview? Avec de l'amour, avec de la connexion, avec... comment je dirais ça, se sentir moins seul dans cette exigence-là, parce que je sais qu'en face, j'ai la même exigence que tu vis à ta manière, et de se sentir moins seul, porteur et garant de l'amour dans cette société qui s'effondre, qui semble aller de plus en plus mal, mais d'être les gardiens de ça. Voilà. Et nous allons être plusieurs guerriers de lumière. Guerriers de lumière, voilà. J'aime beaucoup. Voilà. J'aime beaucoup. Je repars avec ça, c'est... voilà, tiens, on fait partie d'une sangha, d'un groupe. Voilà, il y a des personnes, il y a des vigiles, Voilà. Des aiguilles d'acupuncture sur la surface terrestre qui maintiennent le fil de la merveille, dirait Christiane. Voilà. Maintenir le fil de la merveille. Merci. Et merci de m'avoir permis ça. Merci à toi de cet échange en toute authenticité. Est-ce que je peux te faire un cadeau? Mais avec plaisir. Ouais. Ça me fera travailler ma difficulté à recevoir. À recevoir. Je vais te lire ce que j'ai écrit sur toi dans mon livre. Au secours. Au secours. Ça va être filmé, ça? Oui. Ça va être filmé. Il faudra peut-être que je me repoudre après. Oui, peut-être. Moi aussi, peut-être. Je vais prendre le temps. En parlant de cœur, un formateur, tiens, je me rends compte que les personnes que j'invite dans ce chapitre sont toutes des formateurs ou formatrices, c'est intéressant.
qui m'a bouleversée dans mon intériorité et donc en plein cœur, c'est Vincent Dubas. Vincent était l'un de mes formateurs en communication non violente dans le cadre du DUCER. Vous l'avez compris plus haut, la CNV a vraiment impacté ma vie car cette approche m'a notamment permis d'aller voir ce dont j'avais besoin et de prendre soin de moi à différents niveaux. Mais je crois que j'ai le cœur qui bat en fait, très fort. Mais je crois que je ne vivrais pas la CNV comme je la vis si je n'avais pas rencontré Vincent. Et surtout, je sais qui je suis aujourd'hui, en partie grâce à sa qualité de présence. J'écrivais tout à l'heure que Cécile et Anne-Laure étaient deux fées. Vincent est pour moi un magicien de l'âme. Et là, je lis ce que j'ai écrit entre parenthèses, mais que je revis ici en te parlant, Vincent. Eh ben, revoilà, mes amis, les larmes d'émotion. En même temps, c'est tellement bon à vivre ces moments de connexion et de gratitude, je ne m'en lasse pas. C'est très difficile à expliquer, ça se vit. D'ailleurs, je ne pourrais pas vous dire comment il fait. En fait, il est. Il est présent, il est là, il se connecte de cœur à cœur. Et en un mot, en une invitation à aller voir ce qui se passe en soi, le soi émerge et reprend vie. En tout cas, c'est ce que j'ai vécu. Encore une fois, je pense que cette rencontre n'est pas arrivée au hasard. C'était probablement le bon moment pour moi et aussi la bonne personne. Vincent utilise un mot que j'aime beaucoup, celui des architectures invisibles, sur lequel je mets ma propre définition. La posture de Vincent pendant la formation, son accompagnement et sa présence, son écoute, sa manière de m'inviter à accueillir avec tendresse toutes mes architectures invisibles m'ont permis de vivre un mouvement intérieur que j'ai mis entre guillemets. Je ne sais pas comment le nommer autrement ni comment l'expliquer, et d'accéder à toutes mes parts qui ont souffert pendant le burn-out, à les accepter et à les consoler. Ce qui est magique pour moi, c'est que ce n'était pas un exercice sur lequel je souhaitais travailler sur ce sujet, que ce n'était pas un moment prévu d'accompagnement où on s'attend à avancer sur une problématique. Non, c'était juste qu'un moment de présence. Comme si cette connexion avec Vincent, de cœur à cœur, avait le temps d'un court instant ouvert un espace qui me permettait d'aller me rejoindre, comme un miroir dans lequel je pouvais voir sous toutes mes faces, pouvais me voir sous toutes mes faces, et en me sentant en toute sécurité. Je ne sais pas si tout le monde comprendra mes mots ou prendra la mesure de ce moment pour moi, car moi-même j'ai du mal à le définir. Mais en tout cas, c'est un beau cadeau que la vie m'a offert et dont Vincent était peut-être le messager ou le guide pour que je puisse le voir et le prendre. Le prendre le cadeau et aussi le prendre mon chemin. En plus de cette expérience particulière, Vincent a contribué d'une autre manière et c'est aussi pour cela qu'il fait partie de mes amis. Je me souviens, dans ces journées de formation, Vincent était très attentif à nous parler de l'intention. Et c'est un déclic qui est resté très présent dans ma vie. Quelle est mon intention, là, dans la relation, ici et maintenant, avec cette personne? Quelle est mon intention par rapport à ce choix ou ce que je suis en train de faire? Et plus largement, quelle est mon intention de vie? C'est un peu comme un cap ou une ligne de vie que j'ai envie de suivre ou sur laquelle j'ai envie d'être. Cette ligne me permet justement d'être de plus en plus alignée avec moi-même et en même temps de m'apercevoir que parfois, mes choix ou les obstacles de la vie me font m'éloigner de mon axe, sans que ça me fasse plus peur, mais avec une confiance apaisée, qu'au fond de moi, je sais que je vais y revenir, tranquillement, tout est ok, tout va bien, et de me rappeler d'un message que Vincent m'avait envoyé, tout est déjà parfait, pense juste à respirer. Voilà le cadeau que notre rencontre m'a offert, que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Mais merci Marjorie, c'est toujours un étonnement pour moi d'entendre ce que ça peut provoquer. Je me dis, est-ce que c'est bien moi? Et en même temps, j'essaye de reconnaître ça aussi, que c'est tellement ce que j'aime faire en fait, offrir de la présence. J'aimerais ne faire que ça en fait, ce moment où je peux être dans cet espace où je peux dire je te vois, qui va te permettre à toi de pouvoir aller ailleurs, dire je te vois, et d'être des compagnons de cordée. Voilà. Pour moi c'est ça le sacré. Et merci d'être à ce rendez-vous-là, et moi je voulais te remercier d'avoir reçu ça.
tu vois, parce que ça c'est ta part, c'est d'avoir reçu, d'avoir fait passage pour que ça puisse passer, que ça puisse réveiller chez toi ce qui se réveille, et que tu puisses œuvrer là où tu œuvres de manière lumineuse. Et là c'est magique, et là on se dit mais on a tous besoin les uns des autres, parce que la vie a besoin de nous, chacun à notre endroit, quoi. Et c'est très beau, parce que ça me fait faire confiance qu'il n'y a pas de concurrence dans ce monde. Je te rejoins là-dessus. Chacun à son endroit. Ouais. Donc merci d'avoir reçu, merci d'en faire quelque chose, tu vois, et de porter ça plus loin encore. Tu vois. Donc gratitude. Gratitude. Merci beaucoup Vincent Merci. pour ce beau moment Et magique pour moi. j'espère qu'il y en aura d'autres. Ah oui, oui, parce qu'on a parlé tout à l'heure quelque chose en off sur les conférences. Yes. Et je pense que ça va cheminer, mais ça vibre en moi. Yes. On ne vous en dit pas plus pour le moment, en secret. Merci beaucoup Vincent. Merci.